Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section S09A. Et la section S09A, c'est la suite directe là, de la section qu'on avait vue la dernière fois, qui était S08B. En fait, c'est ça, c'est la suite là, de ce qu'on avait entamé avec les étoiles. Donc, on va poursuivre un petit peu cette discussion-là, donc parler un petit peu de ce qui se passe là, au centre des étoiles. On va parler de quelques réactions nucléaires qui se passent au centre des étoiles, puis voir quelques détails là, par rapport à ça. Donc, c'est ça, juste rappeler que dans le Soleil, et c'est le cas aussi de la plupart des étoiles, là, la majorité de ce qu'on trouve, c'est essentiellement là, de l'hydrogène puis de l'hélium. Hein, de l'hydrogène puis de l'hélium, c'est les deux atomes les plus simples, les plus petits en fait qu'on retrouve dans la nature. Là. Ce sont les deux premiers atomes là, du tableau périodique. On connaît leur composition. Donc un atome d'hydrogène, c'est tout simplement un proton avec un électron, et un noyau d'hélium, c'est constitué de deux protons et deux neutrons dans le noyau, et il y a deux électrons qui vont venir compléter l'atome. Donc, dans le Soleil, c'est la grande majorité de ce qu'on trouve dans le Soleil comme constituant, c'est ça. Okay? Et ce qui se passe présentement dans le Soleil, c'est qu'il y a de la fusion de l'hydrogène en hélium. Il y a 4 hydrogènes qui fusionnent ensemble pour devenir un hélium. Donc, pour l'instant, c'est seulement ça qui se passe dans le Soleil. Il va se passer d'autres réactions un peu plus tard, quand il aura atteint des températures un petit peu plus élevées qu'en ce moment. Mais il y a d'autres étoiles un petit peu plus chaudes que le Soleil, dans lesquelles il y a d'autres réactions qui peuvent se produire. Okay. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans le Soleil, ce qui se produit, ce sont des réactions nucléaires. On en avait discuté la dernière fois. Et des réactions nucléaires, c'est des réactions qui vont venir modifier vraiment là, l'intérieur du noyau des atomes. Donc, c'est des réactions qui vont faire en sorte que le nombre de protons ou le nombre de neutrons va être affecté, là, va être modifié dans les noyaux. On va en reparler dans quelques instants, puis on va donner quelques exemples de ce type de réaction-là. Mais juste vous dire un peu historiquement, qu'est-ce qui s'est produit dans l'étude des réactions nucléaires comme ça. Euh, oui, il y a les réactions qui se produisent là, au cœur des étoiles, comme au cœur du Soleil, mais en laboratoire aussi, on est capable d'en reproduire des réactions nucléaires de manière un peu artificielle, si vous voulez. Et ce qui est arrivé, c'est que quand on a commencé à étudier des réactions nucléaires comme ça en laboratoire, entre autres, on a remarqué que à chaque fois qu'il y avait une réaction nucléaire qui se produit, il y a souvent certaines choses qui sont émises pendant la réaction ou suite à la réaction, ou en tout cas en même temps que la réaction. Il y a ce qu'on a nommé comme ça. Qu'il y avait, dans certains cas, c'est des particules, et dans certains cas, c'était des rayonnements électromagnétiques, un peu comme des photons, mais avec des longueurs d'onde plus différentes des longueurs d'onde visibles, entre 400 et 700 nanomètres. Les noms qui sont ici, c'est des noms un peu, ben pas mystérieux, c'est juste que c'est des noms qui ont été donnés avant qu'on comprenne vraiment c'était quoi vraiment ces choses-là. Donc on a remarqué qu'il y avait certaines particules qui étaient émises dans certaines réactions, on savait pas encore c'était quoi. Donc, on avait appelé ça là, historiquement des particules alpha et des particules bêta. Et pour les rayons non plus, on savait pas trop c'était quoi. On avait appelé ça des rayons X puis des rayons gamma. Aujourd'hui, on a une technologie qui s'est développée, donc on a des meilleurs instruments de mesure, on comprend mieux aussi qu'est-ce qui se produit, on a des meilleurs modèles théoriques et tout. Donc on comprend vraiment c'est quoi ces choses-là. Puis il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Okay? Donc des particules alpha, on sait tout simplement que c'est des noyaux d'hélium. Donc un noyau d'hélium, c'est constitué de deux protons et deux neutrons. Dans certaines réactions nucléaires, il y a des noyaux d'hélium qui sont émis. Okay, on va en donner des exemples tout à l'heure. Des particules bêta, c'est vrai que ça a l'air d'être bien mystérieux. C'est quoi une particule bêta? En fait, on s'est rendu compte que des particules bêta, tout simplement, c'est des électrons. Okay, donc, c'est tout simplement ça. Les rayons, eux, ont gardé les noms encore aujourd'hui. Donc, les rayons X et les rayons gamma, les noms sont restés. Ils n'ont pas vraiment changé. Des rayons X et des rayons gamma, on sait c'est quoi. Ce sont des ondes électromagnétiques qui ont des longueurs d'onde beaucoup plus petites là, que 400 nanomètres. Donc, qui ont des fréquences plus élevées. Et fréquences plus élevées signifie que c'est beaucoup plus énergétique aussi que de la lumière visible. Donc, c'est vraiment la même chose que de la lumière visible. C'est des rayonnements électromagnétiques. C'est un champ électrique puis un champ magnétique là, à 90 degrés. Ça se propage à la vitesse de la lumière. C'est juste que ça a des longueurs d'onde beaucoup plus petites que 400 nanomètres, tout simplement. On les voit pas avec nos yeux, c'est invisible pour nos yeux, mais on peut les détecter avec des détecteurs. Okay. Et ces quatre, on pourrait appeler ça des produits de réaction nucléaire, là, sont classés par ordre d'énergie. Donc les particules alpha sont pas très énergétiques. Vous avez un petit schéma ici qui vous permet de voir un peu
donner un peu une idée de ce à quoi ça correspond. Fait qu'une particule alpha, c'est pas vraiment énergétique, ça arrive même pas à traverser la peau humaine. Donc c'est vraiment pas dangereux. Vous pourriez vous faire bombarder par des faisceaux de particules alpha, puis ça vous ferait rien, ça vous causerait pas de dommages. Donc, des particules bêta, comme des électrons, peuvent traverser le corps humain, mais vont être bloqués par une plaque d'aluminium. Les rayons X, eux, vont être bloqués seulement par une épaisseur de plomb. Et les rayons gamma, eux, à peu près la seule chose qui peut les arrêter, c'est une assez grande épaisseur de béton. Et donc du béton, c'est un matériel qui est très très compact. Et quand on a quelques mètres d'épais de béton, mais ça peut arriver à absorber là, les rayons gamma. En passant ici, vous voyez les rayons X, on dit qu'ils sont arrêtés, qui sont bloqués par une certaine épaisseur de plomb. C'est exactement la raison d'ailleurs pour laquelle quand vous allez chez le dentiste passer des radiographies en rayon X justement, on va souvent utiliser ça pour prendre là, des photos de votre dentition, de regarder par exemple, je sais pas, vos dents de sagesse ou peu importe, de regarder quelque chose qu'il faut voir par rapport à vos dents. Mais pour protéger le reste de votre corps, on va souvent vous faire porter un petit tablier en plomb le temps de prendre la radiographie parce que justement, le plomb, ça va bloquer les rayons X. Donc, on va exposer seulement la partie qui est nécessaire d'être exposée. Puis le restant de votre corps, par protection, là, on va faire porter souvent un tablier en plomb. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis, les rayons gamma stoppés par des épaisseurs de béton, c'est la raison, entre autres, pour laquelle, là, si vous avez déjà vu des films où il y a dans lesquels il y a des guerres nucléaires ou des bombes atomiques qui explosent. Là, souvent, on voit, je sais pas, des scènes où les présidents, là, par exemple, le président des États-Unis qui va se cacher dans une espèce de bunker, là, donc des espèces d'abris souterrains qui sont plusieurs centaines de mètres sous la terre. Et c'est des genres de bunkers comme ça existe pour vrai. Là, et c'est construit avec des gros murs là, en béton qui font justement plusieurs mètres d'épaisseur de béton. Parce que s'il y avait une bombe nucléaire qui sautait quelque part, là, je sais pas, à New York, par exemple, ça produirait beaucoup de radiation. Okay? En plus de juste la déflagration comme telle, ça produirait beaucoup de radiation, entre autres des rayons gamma. Et c'est ça, il y a à peu près juste les gens qui seraient cachés dans des espèces d'abris antinucléaires comme ça qui pourraient être protégés des rayons gamma. Parce que sinon, les rayons gamma, ça traverse pas mal toutes ça traverse presque tout. Ça peut presque être stoppé uniquement par par du béton. Okay. Les particules bêta, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, les particules bêta, c'est tout simplement des électrons. Okay. Et c'est produit dans certaines réactions nucléaires. Okay. Puis, il y en a deux sortes de processus, là, deux sortes de particules bêta. Il y a les particules bêta plus et les particules bêta moins. Et il y a des réactions nucléaires qui s'appellent d'ailleurs le processus bêta plus et processus bêta moins. En tout cas, je dis le contraire, le bêta moins ici et bêta plus ici. C'est quoi cette réaction-là? On va les regarder, mais d'abord, rappelez-vous que, comme je disais tout à l'heure, une réaction nucléaire, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va modifier la composition du noyau des atomes. Et dans le noyau, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a juste deux composants dans les noyaux des atomes, il y a des neutrons et des protons. Okay? Fait que c'est sûr que le processus bêta- et le processus bêta+, c'est des réactions qui vont se produire là, et qui vont concerner des neutrons et des protons. Okay. En fait, ce qui arrive, c'est que des neutrons, ça peut se transformer en protons, puis des protons, ça peut se transformer en neutrons. Les deux processus peuvent se produire, et dépendamment de quelle particule se transforme en quelle autre, ça va émettre différentes particules en retour. Par exemple, si vous avez un noyau qui contient trop de neutrons, disons un noyau atomique là, qui a trop de neutrons puis pas assez de protons, ça va être un noyau qui est instable. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que pour se stabiliser, pour devenir un peu plus stable, comme ça, il y a spontanément là, un neutron qui peut se transformer en proton à l'intérieur même du noyau de l'atome. Mais avoir uniquement ça, uniquement avoir un neutron qui se transforme en proton, ce serait impossible. Okay? Ce serait impossible parce qu'il faut que la charge électrique soit conservée. La charge, c'est quelque chose qui ne peut pas apparaître, puis qui ne peut pas disparaître comme ça, tout bonnement là, dans l'univers. La charge électrique doit être conservée. Okay? Donc, un neutron qui se transforme en proton, si c'était seulement ça, ce serait impossible, parce qu'un neutron, ça a une charge électrique qui est égale à 0, et un proton, ça a une charge électrique qui est égale à plus 1, ou en tout cas, plus 1e. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que à gauche et à droite de votre égalité, en fait, de votre petite flèche comme ça, il faut que la charge électrique totale soit la même. Fait que si à gauche de votre égalité, vous aviez
une charge totale de 0, il faut qu'à droite de votre égalité, vous ayez aussi une charge totale qui est égale à 0. Donc, si vous avez une particule de charge plus 1 qui est apparue, vous devez aussi avoir une particule de charge moins 1 E qui va apparaître. Et cette particule-là, ça va être quoi? Ça va être un électron, tout simplement. Un électron, ça a une charge de moins E, hein, moins 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Donc, c'est ça qui va arriver. Donc, un neutron, ça peut se transformer en un proton plus un électron. Là, c'est correct. La charge électrique va être conservée. C'est 0 au début, puis la charge totale, c'est 0 à la fin aussi. Donc, il n'y a pas de charge électrique qui est apparue. Il n'y a pas de charge électrique qui a disparu non plus. La charge est restée la même. Elle s'est juste transformée ou distribuée d'une manière un peu bizarre, mais la charge totale reste la même. Okay. Fait que ça, c'est une des réactions qui peut se produire. On appelle ça la réaction bêta+. Pourquoi on appelle ça la réaction bêta+? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les particules bêta, ce sont des électrons. Puis le nom de la réaction, souvent, il est donné par le nom de la particule qui va être produite ici. Fait qu'une réaction bêta+, c'est une réaction qui va produire, entre autres, une particule, pardon, la bêta-. Le processus bêta-, c'est un processus qui va produire ou qui va créer une particule bêta-. Puis une particule bêta-, c'est un électron. Okay. Et l'inverse peut se produire aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un proton qui devient un neutron, mais encore là, au niveau des charges électriques, ça ne fonctionne pas, parce qu'un proton, c'est plus 1, un neutron, c'est 0. Donc, pour que la réaction soit équilibrée au niveau des charges électriques, vous devez aussi avoir une particule qui a une charge plus E qui apparaît. Et c'est quoi cette particule-là? C'est la particule qu'on appelle la particule bêta+. Okay? C'est pour ça que le processus s'appelle d'ailleurs le processus bêta+, hein, parce qu'il produit une particule bêta+. Et c'est quoi cette particule-là? C'est de l'antimatière. C'est un anti-électron. C'est comme un électron, mais qui a une charge positive. Okay? Je vais en parler dans quelques instants de l'antimatière. Dans 2 minutes, on va en discuter. Mais ça, c'en est un exemple d'antimatière. On appelle ça une particule bêta+, ou un anti-électron. Mais avant de voir l'antimatière, je vais vous dire aussi qu'il y a des processus bêta qui peuvent, pardon, des processus alpha aussi qui peuvent survenir. Et processus alpha, c'est quoi? C'est quand vous avez un noyau qui est instable, qui va faire de la fission nucléaire. Donc, il va se diviser en plusieurs noyaux. Et il va se diviser en un noyau stable, qui est plus petit que ce qu'on avait au début. Et ça va aussi produire là, un noyau d'hélium. Et un noyau d'hélium, ça s'appelle aussi une particule alpha. C'est composé de 2 protons et de 2 neutrons. Donc, exactement la même chose qu'un noyau d'hélium. Et la réaction qui s'appelle processus alpha, c'est la réaction qui va produire une particule alpha, tout simplement. Donc, si vous en avez certains exemples, donc, par exemple un beryllium 6 qui devient un hélium 4 plus 2 hydrogènes. Donc, c'est un gros atome instable qui a fait de la fission, qui est devenu quelque chose d'autre, de stable, et ça, en faisant la réaction, ça l'a dégagé là, une particule alpha, donc un noyau d'hélium. Vous en avez un autre exemple ici. Okay. Ça, mais pour parler de l'antimatière, donc ici, qu'on appelle la particule bêta+, c'est quoi ça un E+? Là? Comme je disais tout à l'heure, c'est un exemple d'antimatière. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'antimatière. En fait, ce qui arrive, c'est que toutes les particules qu'on connaît dans l'univers, il existe aussi leur équivalent, ce qu'on appelle de l'antimatière ou des antiparticules. Okay? Par exemple, il existe des électrons, donc il existe des antiélectrons. Il existe des protons, donc il existe des antiprotons. N'importe quelle particule qui existe, il y a son antiparticule aussi qui peut exister. Et si on compare là, de la matière normale et de l'antimatière, ce qui arrive, c'est que toutes les caractéristiques sont les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est que la charge électrique va être inversée. Ça va être le même nombre, le même chiffre, c'est juste que la charge va être de signe contraire. Donc, par exemple, ici, là, dans l'exemple qu'on avait, c'est un anti-électron. Ben, un électron, on sait c'est quoi, on le connaît. Okay? Ça a une certaine masse, ça a une certaine charge électrique qui est négative. Et un anti-électron, qu'on appelle aussi un positron, ça a exactement la même masse, okay? Mais ça a une charge électrique qui est le contraire. C'est le même chiffre, mais c'est plus 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs au lieu d'être moins. Okay? Et comme toutes les particules peuvent avoir des antiparticules, ben on pourrait imaginer même que ces antiparticules-là pourraient s'associer ensemble pour produire des anti-atomes. Okay? Par exemple, si on regarde un atome d'hydrogène, donc l'atome le plus simple qu'on trouve dans l'univers, c'est le premier atome du tableau périodique. Dans le noyau, il y a un proton, puis on sait qu'il y a un électron qui est
en orbite, on va dire, autour. Un proton, c'est une charge positive, un électron, c'est une charge négative, donc il y a une force d'attraction électrique. C'est ce qui permet là, à l'atome de rester stable comme ça. Mais ça pourrait exister des anti-hydrogènes. Donc, d'avoir un antiproton qui serait de charge négative avec un anti-électron, qu'on appelle aussi un positron, qui serait, si on veut en orbite autour, deux charges de signes opposés, ça va s'attirer. Et ça pourrait permettre à l'atome de demeurer stable, ou même à l'anti-atome, je devrais dire. Donc oui, c'est possible d'avoir des anti-atomes comme ça. Et en fait, des anti-atomes pourraient s'associer ensemble pour former des antimolécules. Ça pourrait même former des anti-objets. Il pourrait même avoir des anti-planètes. Il pourrait avoir des planètes entières formées d'antimatière plutôt que de matière. Il pourrait y avoir des anti-étoiles ou des anti-galaxies. Ok, c'est pas impossible. On n'en a jamais observé, mais théoriquement, ça pourrait exister. Je vais y revenir tout à l'heure à cette question-là des antiplanètes et tout ça, mais c'est quelque chose qui serait possible. Ok. Puis, une autre caractéristique qui est cool de l'antimatière, c'est que si jamais une particule de matière rencontre sa particule d'antimatière, puis que les deux particules interagissent ensemble ou se touchent, là, si vous voulez, qu'est-ce qui va arriver, c'est que dès que la matière entre en contact avec de l'antimatière correspondante, là, les deux objets vont complètement disparaître. On appelle ça, on dit qu'ils vont s'annihiler. On appelle ça des fois de l'annihilation matière et antimatière. Et ce que ça veut dire, c'est ça, c'est que les deux particules disparaissent complètement et vont complètement se changer en énergie à 100%. Donc ça, c'est un exemple encore de l'utilisation de l'équation E est égal à mc carré qu'on avait vu la dernière fois. Et c'est un exemple où on a de la masse qui se transforme en énergie, mais cette fois-ci, c'est vraiment 100% de la masse initiale là, qui disparaît puis qui est transformée en énergie. Juste pour faire une comparaison, rappelez-vous, la dernière fois, on avait parlé que la réaction qui se produit au cœur du Soleil, c'est celle-ci, c'est la fusion de l'hydrogène en hélium. Là. Donc, il y a tout le temps là, 4 hydrogènes qui se deviennent un hélium et ça libère une certaine quantité d'énergie. Et ce qu'on avait regardé la dernière fois, c'est que la masse de 4 hydrogènes, c'est un petit peu plus élevé que la masse de 1 hélium. Donc, quand cette réaction-là se produit, il y a une mini quantité de masse qui est perdue, là, à peu près 3% de la masse d'un proton, et cette petite quantité de masse-là qui est perdue se transforme en énergie. Et même si c'est, comme dans ce cas-là, on parle de même pas 1%, là, c'est 0,685% de la masse qui disparaît puis qui se transforme en énergie quand une réaction comme ça se produit. Et même si c'est pas beaucoup, ben c'est comme ça que le Soleil produit toute son énergie. Puis on sait que le Soleil produit beaucoup d'énergie. Okay? Donc imaginez si vous avez une réaction comme de l'annihilation matière-antimatière qui ferait en sorte que 100% de la masse initiale est transformée en énergie. Donc ça ferait vraiment quelque chose de très 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 énergétique. Okay. D'ailleurs, dans à peu près tous les scénarios de science-fiction, par exemple dans les Star Wars, les Star Trek, des choses comme ça, ce qui est cool de la science-fiction, c'est quand on essaie quand même d'expliquer un petit peu de manière plausible, de manière scientifique, comment les choses pourraient fonctionner dans les scénarios. C'est sûr que, bon, c'est des scénarios qui sont inventés, mais c'est le fun d'essayer de justifier un peu comment ça pourrait se produire là, au niveau de la science. Donc, par exemple, tous les vaisseaux de Star Trek, ils ont des ils ont des plans, tout ça, puis les gens essayent de vraiment concevoir les vaisseaux pour vrai, puis imaginer comment ils pourraient fonctionner dans la vraie vie. Et en fait, là, dans Star Trek, tous les réacteurs là, qui servent à propulser les vaisseaux là, jusqu'à à des vitesses phénoménales, là, on imagine qu'ils fonctionnent justement avec des systèmes là, annihilation matière-antimatière, parce que justement c'est un processus qui, on le sait, là, pourrait libérer vraiment énormément d'énergie. Okay. Donc, on imagine que dans les moteurs, il y aurait comme des espèces de conteneurs là, qui contiennent de la matière et de l'antimatière, puis quand on fait fonctionner notre réacteur, bien, on fait exprès pour mettre en contact de la matière et de l'antimatière, et là, ça fait de l'annihilation, ça libère des grandes quantités d'énergie, puis c'est comme ça qu'on pourrait faire fonctionner les moteurs ou d'autres systèmes, là, comme l'armement, les boucliers, des choses comme ça, tous des systèmes qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Okay. C'est sûr que pour faire ça, c'est de la science-fiction, mais il faudrait d'abord, premièrement, être capable de produire de l'antimatière et aussi il faudrait être capable de l'emmagasiner, de la stocker d'une certaine façon pour être utilisé au moment où on en a besoin. Okay. Pour l'instant, on est capable d'en produire de l'antimatière, mais c'est pas en fait, là où on en produit, c'est de manière artificielle, si vous voulez, c'est que dans les accélérateurs de particules. Okay. Dans les accélérateurs de particules, on arrive à produire comme ça de l'antimatière. C'est pas
Je veux dire, le but d'un accélérateur de particules, c'est pas comme une usine antimatière. Là. Le but premier n'est pas de produire de l'antimatière, mais ça arrive qu'on en observe. Donc, un accélérateur de particules, c'est quoi? C'est que ça fait accélérer des particules, comme des protons, des électrons, là, à très très grande vitesse. On peut les faire aller à des fois 99,9% de la vitesse de la lumière. Et l'idée, c'est qu'on fait des tests. Hein, tout simplement, on fait entrer par exemple des particules en collision les unes avec les autres et on étudie un petit peu justement qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui arrive si on fait entrer telle particule avec telle particule à telle vitesse, des choses comme ça. Puis ce qu'on remarque, c'est que dans certains cas, quand on fait entrer deux particules ensemble, ça arrive qu'il y ait des nouvelles particules qui soient produites, des fois de la matière et de l'antimatière. Je vais vous donner peut-être un exemple. Là. On peut faire, par exemple, accélérer deux protons, par exemple. Et mettons, vous avez un premier proton qu'on fait accélérer dans une certaine direction et un deuxième proton qu'on fait accélérer à grande vitesse dans une deuxième direction. Mettons, les deux protons, ils vont à, je sais pas, là, 95% de la vitesse de la lumière. Puis on les fait entrer en collision un avec l'autre, puis on regarde qu'est-ce qui va se produire. Quand les deux protons vont se foncer dedans, ça va faire une espèce d'explosion, si on veut. Et ce qu'on remarque, c'est que quand les deux protons vont se foncer dedans, après la réaction, il va y avoir certaines particules qui sont émises, puis qui partent là, avec des vitesses différentes là, dans différentes directions. Et dans ces particules-là, ben, c'est des particules qui n'étaient pas là au début. Hein, c'est des particules qui sont vraiment apparues pendant la réaction. Et si on regarde la masse de ces particules-là, la masse totale des particules qui sont apparues, ça a une masse plus grande que ce qu'on avait initialement. Donc ça, c'est un exemple là, de l'équation E égale à mc au carré. C'est un exemple où vraiment de l'énergie s'est transformée en masse pendant la réaction. En fait, c'est l'énergie cinétique que les protons possédaient qui, lors de la collision, là, cette énergie cinétique-là s'est transformée en énergie. Ça a fait apparaître des particules qui n'étaient pas là initialement. C'est des nouvelles particules qui sont apparues. Et dans les accélérateurs de particules, bien évidemment, on met des détecteurs. Okay? Et on est capable de détecter ces nouvelles particules-là qui apparaissent. On regarde c'est quoi leurs propriétés, c'est quoi leur charge électrique, entre autres. Et c'est là qu'on se rend compte que quand il y a des particules qui apparaissent comme ça, il y a des particules de matière et il y a des particules d'antimatière aussi qui vont apparaître. Okay. Donc, on est capable de produire comme ça de l'antimatière. Comme je dis, là, un accélérateur de particules, c'est pas une usine à antimatière non plus. Son but premier n'est pas de produire de l'antimatière. Mais oui, ça arrive que dans certains cas, par exemple, dans certaines réactions, je sais pas, il y a des électrons qui sont produits avec des positrons, en tout cas des anti-électrons. Donc oui, ça peut arriver. Okay. Et c'est ça. Et encore faudrait-il que cette antimatière-là, il faudrait la stocker ou l'emmagasiner si on veut plus tard l'utiliser dans des systèmes comme dans des vaisseaux spatiaux, des choses comme ça. Et emmagasiner l'antimatière, je ne sais pas si vous réalisez, mais ce serait un processus extrêmement compliqué parce que probablement, il faut que votre antimatière soit complètement à l'abri, il faut qu'elle soit complètement séparée de la matière ordinaire, parce que sinon, si votre antimatière touche à de la matière, c'est fini. Ça va juste se transformer en énergie, puis ça va disparaître complètement. Donc, il y a des gens qui ont déjà pensé à ça. On pourrait penser à des espèces de cylindres comme ça, dans lesquels il y aurait des espèces de champs magnétiques qui permettraient aux particules de rester là, constamment en rotation. Comme si vous avez déjà vu dans le cours de physique NYB, là, si vous avez un champ magnétique qui est constant avec une certaine particule, mettons si vous avez un anti-électron là, qui arrive comme ça, ben avec le bon champ magnétique, ça pourrait faire en sorte que l'anti-électron pourrait juste être à l'intérieur du cylindre, là, faire un mouvement circulaire uniforme avec un certain rayon constant. Et il faudrait que ce soit le vide à l'intérieur du cylindre. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'air. Il faudrait que ce soit vraiment un cylindre qui soit sous vide pour pas que les anti-électrons rencontrent de matière. Il ne faut pas qu'il y ait d'air, il ne faut pas qu'ils frappent pas qu'ils rencontrent d'autres électrons. Puis en tout cas, ça poserait plein de défis techniques. Il ne faudrait pas qu'il y ait de panne de courant. Il faudrait tout le temps que le champ magnétique soit présent. Parce que si jamais le champ magnétique arrête, même si c'est pendant une fraction de seconde, ben là, les anti-électrons vont juste continuer en ligne droite à vitesse constante. Ils vont frapper les parois du récipient. Puis dans ces parois-là, ben, il y a des électrons. Si c'est un anti-électron rencontre un électron, ça explose, ça fait juste de l'énergie, ça disparaît. Bon, ça fonctionnerait pas. Donc, en tout cas, ça poserait vraiment plein de défis techniques. Mais, tu sais, théoriquement, ce serait possible. On pourrait imaginer une espèce de système là, qui fonctionne comme ça avec de la matière puis de l'antimatière. Okay. Puis, un dernier mot, le dernier commentaire sur l'antimatière avant de poursuivre un petit peu plus le fil conducteur du cours, c'est que tout à l'heure, je parlais que ce serait possible qu'il y ait, disons, des anti-atomes
donc des antimolécules, des antiplanètes et même des antigalaxies. Et ça, c'est vraiment un mystère en astronomie puis en astrophysique parce que quand on fait des expériences avec des accélérateurs de particules, comme je disais tout à l'heure, on remarque que dans certaines conditions, là, il y a de l'énergie qui peut se transformer en matière, mais jusqu'à présent, tout ce qu'on a observé, c'est qu'à chaque fois que de l'énergie se transforme en matière, il y a tout le temps là, 50% de ce qui apparaît qui est de la matière normale et 50% de ce qui apparaît qui est de l'antimatière. Okay? On n'a peut-être pas fait toutes les combinaisons, okay? Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues, mais en gros, c'est tout le temps 50-50 qui apparaît. 50% matière, 50% antimatière. Donc, quand l'univers s'est formé, ça encore, il y a un certain niveau de mystère là-dedans, là, mais tu sais, on pourrait penser que d'une certaine façon, quand l'univers s'est formé, ben c'est peut-être, là, je sais pas, là, de l'énergie qui s'est transformée en masse. Okay? Mais si ça avait été le cas, il y aurait eu probablement à peu près 50% de matière et 50% d'antimatière qui serait apparu, qui se serait créé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, la seule chose qu'on voit, c'est de la matière normale. Okay? On n'a jamais observé là, une planète qui est faite en antimatière. On n'a jamais observé une galaxie qui est faite en antimatière. Tout ce qu'on observe autour de nous, c'est tout le temps de la matière normale. Okay? Donc, on peut se poser comme question, qu'est-ce qui est passé où l'antimatière qui s'est créée? Okay? On pourrait, logiquement, soit qu'il faudrait comme observer des antiplanètes, des antigalaxies, mais c'est pas ça qui se produit. Okay? Puis même il y a des gens qui disent s'il y avait vraiment 50% de matière, 50% d'antimatière qui serait apparu, mais à la longue, la matière aurait rencontré l'antimatière, ça se serait tout annihilé, ça se serait tout transformé en énergie, puis aujourd'hui, il devrait rien rester. Alors qu'aujourd'hui, quand on observe autour de nous, on observe qu'il reste de la matière. Donc peut-être que c'est pas exactement 50% de matière et d'antimatière qui apparaît. Peut-être que il y a un petit peu plus de matière normale qui apparaît que d'antimatière. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que toute la matière et l'antimatière qui étaient disponibles se sont toutes annihilées. La seule chose qui reste aujourd'hui dans l'univers, c'est juste le petit mini surplus de matière qu'il y avait initialement. C'est une des théories okay, qui existe pour essayer d'expliquer pourquoi il y a de la matière dans l'univers. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'est pas logique. En tout cas, c'est une hypothèse. Okay, c'est assez mystérieux là, tout ce qui concerne la création de l'univers, mais on en reparlera plus tard de toute façon quand on parlera dans d'autres cours là, de la théorie du Big Bang. Donc maintenant, si on regarde les processus qui se font en fait là, au centre du Soleil pour produire son énergie, ben on avait dit la dernière fois que la réaction qui se produisait, c'était la fusion de l'hydrogène en hélium. Puis l'équation qu'on avait écrite, c'était là que 4 atomes d'hydrogène allaient fusionner ensemble pour donner un atome d'hélium et que ça allait aussi dégager là, une certaine quantité d'énergie. Okay? Donc une réaction de fusion nucléaire. Mais ce qu'on a écrit ici, c'est vraiment juste l'équation, si vous voulez, globale. Okay? Mais dans la vraie vie, si on regarde ce qu'on fait un peu maintenant, c'est qu'on va analyser un peu plus en détail qu'est-ce qui va se produire. Et ça se fait pas aussi simplement que ça. Okay? Ça peut pas arriver que dans la nature, là, 4 atomes arrive juste là avec les bonnes vitesses, les bons angles, la bonne configuration pour que 4 atomes d'un seul coup réagissent ensemble pour créer un atome différent. C'est pas comme ça que ça va se produire. En fait, c'est tout le temps un ensemble de petits processus. On appelle ça la chaîne proton-proton. Donc, c'est vraiment plusieurs petites réactions qui vont se produire là, une à la suite de l'autre. Et ça va faire, on appelle ça la chaîne proton-proton. Et c'est plusieurs petites réactions différentes qui vont toutes se faire deux à deux. Fait que vous voyez ici, là, vous avez comme une première étape où vous avez seulement deux protons qui se combinent ensemble, okay, et qui vont dégager ensuite là, une particule bêta+, donc un anti-électron et un neutrino. Un neutrino, vous savez pas encore c'est quoi. On va en parler dans un peu plus loin là, dans la présentation. Et ça va former comme un produit intermédiaire. Et ensuite de ça, cette molécule-là va interagir avec un autre proton, c'est la deuxième petite animation que vous voyez là, qui va former quelque chose d'autre et ça va dégager là, un photon. La petite boule jaune que vous voyez là, c'est là entre autres là, que les photons sont produits là, par le Soleil. C'est là qu'ils sont créés. Et ensuite de ça, ben, c'est deux molécules comme ça qui vont entrer ensemble pour former quelque chose d'autre. Et à la fin, là, ça va produire là, une particule alpha et deux autres protons.
Okay. Donc, c'est un processus un peu plus complexe que d'écrire juste cette réaction-là. Mais si on regarde quand même au total, qu'est-ce qui se produit? Ici, pour faire cette réaction-là, vous avez eu, là, dans le fond, en tout 6 protons qui sont entrés dans la réaction. Enfin, vous en avez 2 ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, en tout, là, vous avez 6 atomes d'hydrogène qui sont entrés dans la réaction. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a au final? On a un noyau d'hélium et 2 noyaux d'hydrogène. Okay? Donc, en tout, là, on pourrait dire qu'on a eu 6 noyaux d'hydrogène qui sont combinés ensemble. Pas tout en même temps, mais à des moments différents. Et ce que ça nous a donné à la fin, c'est un noyau d'hélium plus 2 noyaux d'hydrogène plus de l'énergie. Je peux écrire comme ça. Et ben, vous voyez que si on annule 2 atomes d'hydrogène ici et 2 atomes d'hydrogène ici, ben, il en reste 4. Et là, ça nous donne la réaction globale qui dit que 4 hydrogènes devient un hélium plus de l'énergie. Okay. Donc, c'est tout le temps un peu plus complexe là, que juste d'écrire la réaction. Ça, c'est vraiment la réaction globale, mais ce qui se produit là, vraiment étape par étape, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus complexe. Okay. Donc, il y a ce processus-là qui s'appelle la chaîne proton-proton, qui est un exemple là, de ce qui se produit au centre du Soleil. Okay. Il y a une autre réaction complètement différente qui se produit. Ça prend environ 10 millions de degrés Kelvin pour qu'elle puisse se produire. Il y a une autre sorte de réaction complètement différente. Okay. C'est des processus complètement différents. Ça s'appelle cette fois-ci le cycle CNO. Pourquoi le cycle CNO? Parce que je vais vous montrer la petite animation, là, mais c'est que ça fait vraiment un cycle donc qui se répète continuellement. Et on a un atome de carbone qui va devenir un atome d'azote, hein, le symbole N. Ensuite, ça devient un atome d'oxygène, ça redevient un azote, ça redevient du carbone. Donc, c'est un atome qui change constamment de type. Okay? Et encore une fois, c'est une réaction qui, au total, va se résumer là, à 4 hydrogènes devient un hélium plus de l'énergie. Okay? Donc exactement la même réaction. Donc ce qui se produit, c'est qu'au début, on a un atome de carbone. L'animation va aller quand même assez vite, là, mais vous avez un atome de carbone. Il y a un proton qui vient se greffer dessus, ça devient de l'azote. L'azote émet des trucs, ça se transforme en carbone. Ce carbone-là absorbe un autre proton, ça redevient un azote. L'azote absorbe un autre proton, ça devient de l'oxygène. Cet oxygène-là émet des particules, ça redevient un azote. Et à la fin, cet azote-là absorbe un proton et ça fait une réaction, un processus alpha. Donc à la fin, là, vous avez un azote qui va capter un proton et ensuite ça se divise en deux. Ça redevient un atome de carbone ici et ça l'a émis là, un noyau d'hélium, donc une particule constituée de 2 protons et de 2 neutrons. Et là, après ça peut recommencer, on a comme retrouvé le même carbone 12 qu'on avait au début. Donc ici, c'est comme si la réaction qu'on pourrait écrire, là, ce serait, on a un carbone, okay, qui est un carbone 12, plus 4 atomes d'hydrogène. Et ça, ce que ça a donné à la fin, c'est que ça leur redonnait à la toute fin là, le même atome de carbone qu'on avait. Ça redonne encore un atome de carbone plus un atome d'hélium. Okay? Donc, encore une fois, si on annule les trucs qui se retrouvent du même côté, si on simplifie, on annule le carbone ici, on l'annule ici. Donc, la réaction globale, ça revient à dire que c'est 4 hydrogènes qui se sont transformés, là, qui ont formé un hydrogène. Et ça a libéré une certaine quantité d'énergie. Okay? Fait que c'est pas le même processus, hein, c'est un processus qui est différent. Ici, vous aviez en détail ce genre de processus-là. Ici, ça commence avec un carbone sur lequel vont venir se greffer progressivement 4 protons ou 4 noyaux d'hydrogène, c'est la même chose. Hein, qu'on voit, fait qu'il y en a un premier ici qui arrive dans la réaction, un deuxième, un troisième et un quatrième. Fait que c'est vraiment là, un atome de carbone sur lequel sont venus se greffer progressivement là, 4 protons, 4 atomes d'hydrogène. Et à la fin, ça redonne un carbone puis un hélium. Donc, on pourrait dire que dans le fond, le carbone, pour que ça se fasse, ce cycle-là, il doit être présent. Okay? Mais il va agir comme catalyseur uniquement dans notre réaction. Okay. Fait qu'il y a parfois plusieurs processus différents qui vont se faire en même temps. Dans le Soleil, c'est le cas. Okay? Il y a les deux processus différents qui se font en même temps. Donc, il y a la chaîne proton-proton et il y a le cycle CNO. Okay? Les deux processus sont des processus différents. Donc, ils vont fonctionner de manière plus ou moins efficace dépendant de la température.
Okay. Ici, vous avez une espèce de graphique là, de leur efficacité, si vous voulez. Puis ça donne qu'au centre du Soleil, la température, c'est environ 15 millions de degrés Kelvin. Et à 15 millions de degrés Kelvin, le processus de la chaîne proton-proton est un petit peu plus efficace, c'est-à-dire qu'elle se produit un petit peu plus rapidement que le cycle CNO. Par contre, dans des étoiles qui seraient plus chaudes, là, disons à 20 millions de Kelvin ou à 25 millions de degrés de Kelvin au centre, là, c'est le contraire, c'est le cycle CNO qui se produirait un petit peu plus rapidement. Mais en tout cas, ce qui est important quand même de savoir, c'est que dans le centre du Soleil, il y a les deux processus qui se font de manière indépendante. Les deux se font en même temps, mais les deux processus là, servent à faire la même réaction globale. Les deux processus servent à faire la fusion de l'hydrogène en hélium. Les deux processus ont comme réaction globale là, que 4 hydrogènes devient un hélium, plus de l'énergie. Okay. Donc, sachant tout ça, je vous demande comme question, y a-t-il des atomes de carbone dans le Soleil? Ben, la réponse c'est oui, nécessairement, parce qu'on vient de dire que dans le Soleil, il y a le cycle CNO qui se fait, puis pour que le cycle CNO se produise, nécessairement, ça prend du carbone. Donc oui, dans le Soleil, en ce moment, aujourd'hui, il y a du carbone. La question c'est, parfait, mais comment se sont retrouvés là les atomes de carbone? Pourquoi il y a des atomes de carbone dans le Soleil, alors que le Soleil, on a dit, la seule chose qu'il fait en ce moment, c'est qu'il prend là, 4 hydrogènes, il transforme ça en un hélium, plus de l'énergie. Okay. Donc, il n'y a pas d'atome de carbone qui est créé actuellement dans le Soleil. Donc, d'où vient le carbone qui est présent dans le Soleil? On sait qu'il y en a en ce moment dans le Soleil des atomes de carbone, mais d'où ils viennent ces atomes de carbone-là? Ben, la réponse, c'est que le Soleil, là, il n'est pas apparu au début de l'univers. On avait dit au dernier cours, là, le Soleil, on estime qu'il y a environ 4,6 milliards d'années. Donc le Soleil s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années. Mais l'univers ne s'est pas formé il y a 4,6 milliards d'années. L'univers est beaucoup plus vieux que ça. On estime que l'univers s'est formé il y a environ 15 milliards d'années. Okay. Donc environ là, 10 milliards d'années avant que le Soleil se forme, il y a plein d'autres choses qui ont eu le temps de se faire. Donc il y a d'autres étoiles qui ont eu le temps de se former. Okay. Et dans le fond, c'est d'autres étoiles qui ont vécu avant le Soleil, qui ont créé du carbone et qui ont rejeté du carbone comme ça là, dans l'espace. On va voir là, par un processus qui s'appelle les supernovas. Et quand le Soleil s'est formé, ben déjà là, à sa formation, le Soleil contenait déjà une certaine quantité de carbone et c'est pour ça qu'il y a du carbone dans le Soleil aujourd'hui. Okay, donc ça, il ne faut pas oublier ça. Le système solaire et le Soleil ne s'est pas formé au début de l'univers. Il y a eu le temps d'avoir bien des choses qui se sont produites avant que le système solaire se forme. Donc on a récolté des atomes qui ont été créés par d'autres étoiles qui ont vécu avant nous. Okay. Ce que j'ai dit ici, c'est que le Soleil, pour l'instant, il ne crée pas de carbone. Hein, il fait seulement créer, dans le fond, de l'hélium. Il transforme l'hydrogène en hélium. Mais par contre, un jour, ça va arriver que le Soleil va réussir à former du carbone. C'est que quand le Soleil va devenir un petit peu plus chaud qu'il ne l'est actuellement, il y a une réaction éventuellement qui va s'opérer dans le Soleil là, qui s'appelle la réaction triple alpha. Donc c'est 3 noyaux alpha. Donc, si vous préférez, 3 atomes d'hélium qui vont fusionner ensemble pour former du carbone. Okay? Donc, oui, le Soleil, éventuellement, il va être capable de créer du carbone, mais en ce moment, il n'est pas capable de faire ça. Okay? Et il y a d'autres réactions aussi qui vont survenir là, au fur et à mesure plus que les étoiles ont des températures élevées, plus qu'il y a des réactions qui sont capables de se produire. Donc, comme je disais, le Soleil, éventuellement, il va être capable de faire cette réaction-là, puis de créer du carbone. Et ça va aller même une étape plus loin, éventuellement, plus vers la fin de la vie du Soleil. Là, il va y avoir aussi du carbone qui va fusionner avec de l'hélium et ça va former de l'oxygène. Okay. Le Soleil, lui, il ira jamais plus loin que ça. Mais il y a d'autres étoiles qui sont plus grosses que le Soleil, qui ont des températures plus élevées que le Soleil, qui vont faire des fusions plus importantes, donc des atomes de plus en plus lourds. Okay? Mais vous remarquez que les atomes les plus lourds qui sont formés, c'est les atomes de fer. L'atome de fer 56. Il n'y a jamais aucun atome qui va être créé par ces processus-là plus gros que le fer. Pourquoi? Ben parce que rappelez-vous, au dernier cours aussi, on avait discuté de ce qu'on appelle la vallée du fer. Puis ce qu'on avait dit, c'est que l'élément le plus stable dans le tableau périodique, c'est le fer. Okay? Et tous les processus qui vont naturellement se rapprocher du fer là, dans la réaction nucléaire, c'est des réactions qui vont libérer de l'énergie. Les étoiles, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des atomes petits et elles vont faire de la fusion, elles vont les fusionner ensemble pour former des atomes de plus en plus gros. Mais quand ça va arriver au fer, ça va arrêter. Parce que si
on voulait fusionner des trucs encore plus gros, il faudrait prendre du fer, par exemple, et le fusionner avec quelque chose d'autre pour former quelque chose qui est plus gros que le fer. Et faire ça, ça dégagerait pas de l'énergie, cette réaction endothermique. Il faudrait fournir de l'énergie pour que cette réaction-là se produise. Puis dans la nature, ça se fera pas parce que naturellement, l'univers tend toujours vers l'état d'énergie minimale. Donc, de manière naturelle, les fusions qui vont se faire dans les étoiles, c'est juste des fusions qui vont mener au fer. Il n'y a pas de fusion plus grosses que ça qui vont se faire. Okay? C'est comme si l'atome le plus lourd qui peut être formé de manière naturelle dans les étoiles, c'est du fer. Okay? Maintenant, si on dit ça, c'est bien beau, sauf que on le sait que par exemple, il y a des métaux plus lourds que le fer. Par exemple, l'or et l'argent, pour nommer les espèces de métaux précieux comme ça. L'or, mais pas l'or, mais l'argent et l'or, c'est des matériaux qui sont plus à droite que le fer dans le tableau périodique. Donc, c'est plus des gros atomes comme ça. Donc, comment ils se sont formés? T'sais, on sait que, par exemple, sur la Terre, il y en a là, de l'argent et de l'or dans les mines. Fait que comment ça s'est retrouvé là? Il faut bien que ça a été créé quelque part dans l'univers. Comment ça s'est créé, ces atomes-là, qui sont encore plus lourds que le fer? Ben, l'idée, c'est que ça s'est créé par une méthode un peu spéciale, qui est un processus qui s'appelle la capture des neutrons. Comment ça s'est fait, cette chose-là? C'est que quand quand les étoiles arrivent à la fin de leur vie, il y a certaines étoiles qui vont exploser dans des grosses explosions qui s'appellent des supernovas. On en parlera plus en détail là, à la section S10. Mais ce qui va arriver, c'est que quand il y a une supernova qui explose, il y a plein de neutrons qui vont être projetés à grande vitesse, entre autres choses. Okay? C'est une des choses qui vont se produire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pour laquelle là, les fusions arrêtent au fer, parce que si vous voulez prendre un noyau qui est par exemple du fer et le fusionner avec quelque chose d'autre, ce qui arrive, c'est que plus que le noyau il est gros, plus qu'il contient un nombre important de protons. Et ça devient difficile de faire entrer des nouveaux protons ou des atomes plus petits dedans parce que c'est la répulsion électrique en bout de ligne là, qui va, ça va être beaucoup plus difficile de vaincre la répulsion électrique entre les deux noyaux pour les fusionner ensemble parce que, bon, c'est là, des charges positives, ça se repousse. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile de faire entrer un neutron dans un noyau que de faire entrer un proton. Parce qu'un neutron, ça n'a pas de charge électrique. Donc, un neutron, ça ne ressent pas la répulsion électrique des noyaux. Okay? Et c'est exactement ça qui se produit. Donc, quand il y a des supernovas, il y a des neutrons qui sont projetés à grande vitesse et ces neutrons-là vont entrer à l'intérieur des noyaux. C'est le phénomène qu'on appelle la capture des neutrons. Et là, une fois que les neutrons sont rendus à l'intérieur des noyaux, si vous avez un noyau qui est rendu instable parce qu'il contient trop de protons, trop de neutrons, pardon, ben là, il y a un neutron dans le noyau qui peut se transformer en proton. Okay? Par un processus bêta-, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Fait que c'est juste une espèce de... juste comme une espèce de petit tour de passe-passe que la nature a trouvé, c'est qu'au lieu de faire entrer des protons dans des noyaux qui sont plus gros que le fer, ben c'est des neutrons qui entrent dedans, puis une fois que les neutrons sont rendus dans les noyaux, là, ils vont se changer en protons. Okay, c'est comme ça que les atomes les plus lourds sont formés, comme par exemple l'argent et l'or. Okay. Et ça veut dire qu'il y a des étoiles qui ont vécu avant le Soleil, avant que le système solaire ne se forme, qui sont arrivées à la fin de leur vie, qui ont explosé en supernova. Comme je disais, on en reparlera dans des prochains cours. Là. Mais en explosant comme ça, il y a eu des captures de neutrons, il y a eu là, des éléments plus lourds que le fer qui se sont formés. Et quand la supernova a terminé d'exploser, ben ce qui reste, c'est qu'il reste des espèces de nuages de gaz comme ça qu'on appelle parfois des nébuleuses. Et après ça, ces nébuleuses-là peuvent entrer en contact avec d'autres nébuleuses et se comprimer pour différentes raisons. Et c'est un des morceaux de gaz comme ça qui s'est comprimé puis qui a donné naissance, entre autres, au Soleil et aux planètes. En fait, le système solaire s'est formé quand un espèce de nuage de gaz comme ça s'est comprimé. Et dans ce nuage de gaz-là, il y avait déjà différents éléments. Il y avait déjà du carbone, il y avait déjà de l'argent, il y avait déjà de l'or. Donc tout ce qu'on retrouve sur la Terre, ça a été créé comme ça. Donc ça a vraiment été créé par des étoiles qui ont vécu, qui ont existé là, bien avant que le système solaire ne se forme et qui ont créé comme ça là, soit par fusion, soit par capture de neutrons, les atomes là, qu'on retrouve aujourd'hui sur la Terre et dans le Soleil. Donc on s'inscrit vraiment dans une espèce d'histoire globale là, de l'univers. Donc il y a des trucs qui ont été créés avant nous, puis nous on est créés de ces choses-là. Même tous les éléments qui composent nos corps, là, donc dans nos corps, vous le savez, là, dans nos corps sont formés d'atomes, évidemment. Puis dans nos atomes, dans les atomes qui composent nos corps, entre autres, il y a du carbone, il y a de l'oxygène, tout ça. Donc ça, c'est tous des atomes qui ont été créés quelque part dans l'histoire de l'univers, à l'intérieur des étoiles ou bon, dans des supernovas comme ça.
Okay, donc c'est quand même assez intéressant de réaliser qu'on s'inscrit vraiment dans une espèce d'histoire. On fait partie en fait de l'histoire de l'univers. L'univers, il y a des phénomènes dans l'univers qui ont créé les atomes qui composent nos corps aujourd'hui. Okay. On parlait un petit peu, on donnait certains détails là, par rapport au Soleil, puis à son fonctionnement, sa température interne, sa masse volumique, tout ça. Mais dans le fond, la chose que je vais discuter maintenant, c'est quand on a vu les différentes réactions qui se produisent là au centre du Soleil, là, je parle de la chaîne proton-proton puis du cycle CNO, et on a vu que ces réactions-là libéraient de l'énergie, puis entre autres, ça libérait des photons. Hein. Et ces photons-là allaient, ben évidemment, ces photons-là sont produits au cœur du Soleil, et ils vont éventuellement là, migrer vers l'extérieur, ils vont sortir, puis ils vont se mettre à voyager dans l'espace. C'est comme ça que le Soleil émet sa lumière. Okay? C'est comme ça que le Soleil produit des photons et les émet. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les photons qui sont émis par les réactions nucléaires là, au cœur du Soleil, ils vont pas sortir du Soleil comme ça presque automatiquement. En fait, ce qui va arriver, c'est que la matière dans le Soleil est tellement dense, tellement compacte, que les photons ils vont constamment être absorbés par cette matière-là, sont absorbés, puis après sont réémis, sont absorbés, sont réémis, sont absorbés, sont réémis, puis ça c'est la trajectoire qu'un photon pourrait suivre, par exemple. Fait que c'est pas juste un photon qui est émis au centre, qui part en ligne droite, puis qui sort là, du Soleil, il va vraiment rester là, il peut rester très 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 longtemps, ça peut être bien bien long avant qu'il réussisse vraiment finalement à sortir du Soleil. Okay? Et on estime que pour qu'un photon là, entre le moment où un photon est émis au centre du Soleil puis sort du Soleil, là, ça prend environ 200 000 ans. Okay? Et une fois que le photon est parvenu à la surface du Soleil, là, à partir de ce moment-là, il part, là, il est vraiment dans le vide de l'espace. Ça prend à peu près 8 minutes à arriver jusque sur la Terre, là, parce qu'il y a une distance de 8 minutes-lumière là, entre le Soleil et la planète Terre. Mais le gros là, du temps, là, 200 000 ans, c'est vraiment du temps que le photon passe à l'intérieur du Soleil en étant constamment absorbé et réémis par la matière là, qui est ici, qui compose là, plus l'intérieur du Soleil. Okay. Donc ça, c'est déjà ce phénomène-là, c'est intéressant en soi. Okay. Mais ça veut dire une chose importante, ça veut dire que si on veut étudier le comportement du Soleil, si on veut avoir une bonne information en temps réel de ce qui se passe là au centre du Soleil, ben ce serait mieux de ne pas étudier les photons. Parce que si on base, mettons, nos observations uniquement sur les photons, ben, c'est correct, on va récolter plein d'informations. Puis il y a plein d'informations contenues dans la lumière, c'est correct de faire ça. C'est juste que on est tout le temps comme 200 000 ans en retard par rapport à ce qui se passe vraiment là, en temps réel dans le Soleil. Donc si par exemple, je sais pas, là, au centre du Soleil, il se met à avoir une espèce de petit dérèglement, puis il y a plus d'énergie que d'habitude qui est produit. Il va y avoir comme une espèce de boost là, dans la production des photons. Ben nous, on le saura pas avant 200 000 ans. Fait que si c'est produit comme un phénomène bizarre au centre du Soleil, puis qu'il y a eu, mettons, plus de photons produits que d'habitude, ben nous, c'est juste dans 200 000 ans qu'on va voir les effets, qu'on va voir que oui, il y a comme un boost dans la production de photons. Okay. Mais heureusement, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas juste des photons dans l'univers, il y a d'autres sortes de particules. Et rappelez-vous tout à l'heure, quand on avait vu là, les réactions un peu plus en détail, par exemple la chaîne proton-proton, le cycle CNO, on avait vu que dans la chaîne proton-proton, entre autres, là, il y a à une certaine étape, il y a des neutrinos qui sont émis. J'avais dit, on va en reparler plus tard, là, les particules qui s'appelaient les espèces de N, comme ça. Donc, des neutrinos, c'est des particules qui sont produites aussi par les réactions là, nucléaires qu'il y a au centre du Soleil. Et un neutrino, contrairement à un photon, ça a la particularité que ça n'interagit pratiquement pas avec la matière. D'ailleurs, moi, juste comme ça, personnellement, pour le fun, des neutrinos, j'appelle ça des particules fantômes, parce que justement, ça a tendance à juste passer comme ça à travers la matière, sans réellement interagir avec. Ça peut interagir, mais très, 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 très faiblement. Un neutrino, individuellement, là, a presque aucune chance d'interagir avec la matière. Je dis presque aucune chance, mais c'est pas zéro. Là. Il y a tout le temps comme une certaine chance très 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 faible d'interagir avec la matière. Et dans certains cas, on arrive à les détecter. Okay? Parce que des neutrinos, il y en a une grande quantité qui sont produites, tout comme les photons d'ailleurs. Okay? Il y en a des milliards de milliards de milliards qui sont produits là, à chaque seconde là, au centre du Soleil. Okay. Et les neutrinos, eux, ça leur prend pas 200 000 ans à sortir. Là. Dès qu'ils sont émis, ils sortent quasiment là, en ligne droite du Soleil, ils traversent là, toute l'épaisseur de matière du Soleil sans presque jamais interagir. Donc eux, ça leur prend essentiellement juste 8 minutes là,
entre leur émission et le moment où ils vont arriver là, près de la surface de la Terre. Et comment on fait pour les détecter? S'ils interagissent presque jamais avec la matière, c'est ça, je dis presque jamais, mais ils interagissent quand même une fois de temps en temps. Et une des façons qu'on a de les détecter, c'est avec des sphères qui sont remplies d'eau. Des sphères complètement fermées qui sont remplies d'eau. Ici, vous en avez un exemple. Ce sont des énormes sphères comme ça. Ce que vous voyez ici, c'est un petit bateau à l'intérieur duquel il y a des techniciens. Fait que vous, il y a comme trois techniciens là, qui se promènent, qui font de l'entretien. Donc ici, on a vidé partiellement la quantité d'eau qu'il y a dans la sphère pour que les techniciens puissent aller faire leur travail. Là. Mais en général, cette sphère-là, elle est remplie complètement d'eau. Okay? Et tout ce que vous voyez sur les murs, des espèces de petits demi-cercles, comme ça, demi-sphères, ça, ce sont tous des détecteurs de lumière. Pourquoi des détecteurs de lumière? Parce qu'une fois de temps en temps, ça c'est très très rare, là, mais ces espèces de grosses sphères d'eau-là, okay, ici vous voyez des personnes, hein, vous voyez à l'échelle, donc c'est très très gros. Fait que ces sphères-là, ben, constamment, ils se font traverser okay, par des neutrinos. Et à chaque seconde, là, il y a des milliards de neutrinos qui traversent ces sphères-là, mais qui interagissent pas avec. Ils vont juste passer barre en barre sans interagir avec les molécules d'eau qui se trouvent dans la sphère. Mais une fois de temps en temps, c'est très rare, mais une fois de temps en temps, juste statistiquement, ça arrive qu'il y a un neutrino qui va interagir avec une molécule d'eau qui se trouve dans cette sphère-là. Et là, ça va faire une espèce de petite réaction. Okay? Et ça va entre autres produire une espèce de cône de lumière comme ça. Et comme la sphère, là, vous vous rappelez, là, il y a plein de détecteurs de lumière là, qui sont placés comme ça. Donc s'il y a un neutrino qui interagit avec une molécule d'eau, ça va faire une espèce de petit flash de lumière, une espèce de petit cône de lumière comme ça. Et tous les détecteurs de lumière qui sont situés à l'intérieur de la sphère vont détecter ce petit flash lumineux-là, et ils vont être capables de détecter la géométrie aussi, donc ils vont être capables de déterminer dans quelle direction se déplaçait le neutrino avant d'interagir avec les molécules d'eau en question. Et donc on est capable comme ça de détecter les neutrinos. Et ensuite de ça, on y va par statistique. On dit, ben, tu sais, à chaque seconde, il y a un certain nombre de neutrinos qui traversent la sphère, mais on sait que, tu sais, un neutrino a tant de probabilité d'interagir avec les molécules ici. Et vu qu'on en a détecté un certain nombre, on y va statistiquement, on fait comme des calculs, puis on est capable de déduire le nombre total de neutrinos qui va traverser la sphère. Okay. C'est assez complexe comme calcul, mais je veux dire, ça fonctionne super bien. Okay. En fait, je veux dire, tout fonctionne comme à merveille, tout fonctionne parfaitement bien. C'est qu'on est capable de calculer c'est quoi justement, là, comme je disais, le nombre de neutrinos qu'on pense là, qui traversent la sphère à chaque seconde, et connaissant la probabilité qu'un neutrino interagisse avec une molécule d'eau, et en ayant le nombre qu'on détecte, on est capable de faire un calcul pour trouver combien de neutrinos qui traversent cette sphère-là. Et ces neutrinos-là, on sait, sont émis par quoi? Ils sont émis par le Soleil. Okay. Et en sachant, nous, on est à quelle distance du Soleil, on est capable de faire une prédiction sur combien de neutrinos par seconde vont traverser cette sphère-là, parce que la grande majorité des neutrinos vont juste aller dans d'autres directions. Il y a juste une certaine mini partie là, qui vont traverser cette sphère-là. Et avec les observations qu'on fait, on est capable de calculer, dans le fond, c'est quoi le nombre total de neutrinos qui est produit par le Soleil à chaque seconde. Et ce nombre-là, ça concorde parfaitement avec le nombre de réactions nucléaires qu'on croit qui se produit là, au centre du Soleil pour justifier la lumière là, avec les photons qui est émis à chaque seconde par le Soleil, donc ce qu'on appelle la luminosité solaire là, en watts, hein, qui est en joules par seconde. Donc tout semble vraiment bien concorder. Donc ce qu'on observe, je veux dire, on pense qu'on comprend vraiment là, très bien ce qui se produit au centre du Soleil. Okay. Même si on n'a vraiment jamais envoyé de sonde là, directement jusqu'au centre du Soleil, ce serait impossible. Au centre du Soleil, la température, c'est 15 millions de degrés Kelvin. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas envoyer de sonde là, ça ferait juste fondre. Là. Mais juste avec les observations qu'on fait, c'est même pas des photons. En observant les neutrinos, on est capable de vraiment là, bien comprendre ce qui se passe au centre du Soleil. Donc c'est quand même assez cool quand on y pense. Là. Fait que c'est des façons comme ça qu'on trouve de comprendre les phénomènes. C'est pas nécessairement en faisant ce qu'on pourrait penser comme en première idée. Là. On pourrait penser, ben, on veut étudier on veut étudier ce qui se passe dans le Soleil, on va regarder les photons, parce que le Soleil émet des photons. Ben non, la meilleure technique, c'est de regarder les neutrinos, qui sont une autre
particules que le Soleil émet. Même si on ne les voit pas avec nos yeux, on peut les détecter avec des détecteurs. Puis c'est vraiment ça qui nous renseigne mieux sur ce qui se passe au centre du Soleil. Puis, contrairement aux photons, c'est que ça nous donne une information qui est pratiquement en temps réel, là, à 8 minutes de délai. Mais si on détecte quelque chose qui se passe avec les neutrinos dans le centre du Soleil, ben on va avoir cette information-là 200 000 ans avant de l'avoir si on faisait juste regarder les photons. Donc, en tout cas, ça montre que des fois, on a avantage à regarder pas juste une chose, pas juste à se concentrer sur une observation, mais à faire plusieurs observations de différentes molécules, de différentes longueurs d'onde, des choses comme ça. Puis, ça donne que certaines observations qui sont plus avantageuses pour nous dans certains cas. Okay? Donc, on a tout avantage à vraiment faire plusieurs observations à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines, et de récolter l'information qui est la plus pertinente pour nous là, dans différents cas. Donc voilà, je vais arrêter ici pour la section S09A, puis on fera la suite dans une prochaine vidéo. Donc bonne journée, à la prochaine!